Fantastique. Bon, ben, merci donc de me donner l'occasion un petit peu d'intervenir pour ce World Usability Day 2020. Donc, l'objectif, c'est d'échanger un petit peu sur un retour d'expérience et des réflexions qu'on a en cours depuis 2-3 ans sur comment utiliser l'intelligence artificielle appliquée aux tests logiciels, de manière à changer un petit peu justement le métier du test analyste aujourd'hui et de l'aider dans son travail. Alors voilà de quoi nous allons parler là dans les 30 minutes qui viennent. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, le deep learning? Alors, c'est une petite synthèse rapide pour resituer la problématique parce que souvent, c'est un terme un peu fourre-tout. Pourquoi faire appel à l'IA dans les tests et quels sont les enjeux associés? Ensuite, nous allons essayer d'affiner les types de tests logiciels concernés par ces approches, parce qu'il y a différentes familles de tests logiciels. Une petite synthèse sur les outils qui existent aujourd'hui sur le marché et enfin tout ce qui est prospective et synthèse. Donc l'IA, c'est quoi? Donc, effectivement, c'est un sujet qui est abordé dans la presse, dans les films et dans pas mal de sujets qui peuvent être parfois un peu anxiogènes. On s'aperçoit souvent aussi qu'il y a une incompréhension qui est liée au fait de la traduction du terme qui vient de l'anglais, hein, du terme intelligence, qui n'a pas la même signification en fait en français et en anglais. Donc en anglais, la traduction serait plus en fait tout ce qui est lié au savoir, à la connaissance, que l'intelligence elle-même, qui sous-entend généralement la notion de conscience, qui en tout cas n'est pas encore le cas aujourd'hui dans l'avancement actuel. Donc lorsqu'on parle d'IA, on parle souvent en fait de capacité d'une machine à apprendre par elle-même via des exemples et un nombre important de données de référence, à communiquer avec l'humain de manière naturelle sans suivre un programme déterministe en fait, sous la forme d'une conversation. On peut prendre des exemples comme tout ce qui est chatbot, reconnaissance d'images, traduction notamment. Alors, il y a effectivement différents types de machine learning. Donc, on pourrait traduire ça par apprentissage automatique, donc faire agir un ordinateur d'une certaine façon sans le programmer. C'est une approche qui est non déterministe, donc sur le petit schéma à côté. Donc, dans la programmation informatique classique, on va rentrer des données. Un programme est prédéfini à l'avance pour traiter ces données, qui va être exécuté par la machine et on va avoir des résultats attendus. Donc justement, c'est ce qui va nous permettre, quand on fait du test logiciel, on part de la spécification d'un logiciel, le traitement attendu et le résultat attendu, et on va comparer ce résultat attendu. Avec l'approche en machine learning, l'approche est un peu différente. On a des données, on a des résultats, c'est-à-dire qu'on analyse, on observe les résultats venant du process de traitement d'information et on essaye d'en déduire des règles de fonctionnement. Donc, voilà des exemples de deep learning ou apprentissage profond en français. Vous voyez, donc vous avez effectivement différentes strates, différentes couches de traitement de l'information. Donc, l'apprentissage profond, en fait, fonctionne par couche. Donc, il va détecter les caractéristiques de la première couche qui vont servir de base aux couches supérieures pour détecter les caractéristiques qui sont plus complexes. Donc là, on va s'en servir notamment dans la reconnaissance faciale, par exemple. Non, après, il y a tout ce qui est intelligence artificielle liée à l'apprentissage supervisé. Donc là, en fait, les valeurs de sortie, on va avoir des applications comme tout ce qui est reconnaissance vocale, OCR, reconnaissance d'image, détection du spam, où on va apprendre à l'ordinateur, à l'algorithme de machine learning, si une information est bonne ou pas bonne. Donc, c'est un être humain qui va faire l'apprentissage du système.
Après, il y a également des systèmes d'apprentissage dits non supervisés. C'est des applications de style clustering, regroupement, détection d'anomalies, où là, la machine apprend par elle-même, en fait, en analysant un grand nombre de données et voir s'il y a des comportements qui reviennent. Donc, c'est ça le clustering. Donc, par exemple, quand vous êtes sur un site web pour faire des achats, suivant votre comportement, s'il y a des milliers d'autres personnes qui ont eu à peu près le même comportement d'achat sur le site et qui ont acheté d'autres produits, on va leur suggérer ces autres produits. Ça, c'est le clustering. Et les anomalies, c'est que vous avez un comportement qui va sortir un peu de la moyenne des autres utilisateurs. Et le troisième type d'apprentissage, c'est le GAN, donc qui permet d'entraîner en fait deux intelligences artificielles à la fois. L'une appliquée à la classification, l'autre à la génération de données appartenant à l'une des classes considérées. Donc aujourd'hui, c'est appliqué au traitement d'images, notamment. C'est utilisé pas mal chez Facebook. Alors, voilà. Alors, suite à cette petite introduction pour que chacun un peu les concepts de base, pour revenir sur notre thématique, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter cette approche-là dans le domaine du test logiciel? Donc, on va pouvoir identifier 5 cas d'usage, aider les testeurs humains pour réaliser une partie de leurs tâches actuelles, anticiper les risques pour optimiser l'effort de test. Donc, ça, c'est tout ce qui est prédictif. Optimiser l'automatisation des tests et automatiser la maintenance de ces tests. Proposer des jeux de données de manière automatique ou semi-automatique aux testeurs et apporter carrément une nouvelle approche par rapport au métier du test qui sera plus uniquement basé sur des scénarios définis à l'avance, donc c'est des scénarios de test, mais qui serait plus basé sur, une fois qu'on a de la data, donc une fois qu'il y a déjà un logiciel en place, l'analyse des comportements pour générer automatiquement des nouveaux scénarios de test. Alors, bon, là c'est une petite synthèse sur les outils du marché qui existent aujourd'hui par rapport aux thématiques données. Donc, les petits logos que vous voyez sur la droite, là, ce sont les marques que vous retrouvez en bas, Infer, EvoSuite, Functionals, AppDiff. Et donc, on va pouvoir faire la recherche d'anomalies avec la plupart des logiciels, de l'analyse prédictive des risques. Donc là, on va retrouver tout ce qui est prédiction de défauts via l'analyse de log et l'évolution du code, et tout ce qui est adaptation de l'effort de test. Rétromodélisation de modèles, détection des fréquences d'usage, génération de jeux de données de tests pertinentes. Donc ça, c'est pour tout ce qui est amélioration de la qualité et de la volumétrie des jeux de données. Maintenance des tests automatiques au niveau des interfaces graphiques. Donc là, c'est comment pouvoir régénérer un script de test automation quand le script est cassé, entre guillemets. Identification d'anomalies d'affichage par rapport au modèle et optimisation des tests de non-régression par rapport à des choix d'enchaînement. Voilà, c'est les principaux domaines d'usage qui existent aujourd'hui. Donc, tout ce qui est prédiction des défauts, excusez-moi. Voilà, je suis revenu sur le bon slide. Donc, prédiction des défauts, en fait, on prend les informations contenues dans la release précédente. Donc, les informations, c'est tout ce qui est log lié aux actions réalisées par les développeurs, par les testeurs, mais également les défauts qui ont été détectés dans le gestionnaire d'anomalies pour la version précédente. On va rentrer ça donc dans les systèmes de machine learning et on va le comparer à la version actuelle en cours de développement qui n'a pas encore été testée. Et là, on va essayer de faire du prédictif pour savoir où les bugs ont le plus de chances d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme vectorisation de données d'entrée? On va pouvoir utiliser des notions comme quelle est la complexité du code, donc c'est le nombre de lignes de code, les métriques, le nombre de cyclomatiques.
le nombre de dépendances dans le processus de développement, les révisions du composant, le nombre de refactoring, le nombre de corrections par rapport à aux anciennetés des corrections, le nombre de lignes de code modifiées, l'ancienneté du composant. Vis-à-vis des développeurs, on va pouvoir analyser combien il y a de développeurs qui vont travailler ensemble sur un même module. Est-ce que ce sont des gens qui ont de l'expérience sur le projet, donc qui interviennent sur le projet depuis plusieurs années ou qui viennent juste d'arriver, qui sont des juniors, entre guillemets, sur le projet. Et tout ça, ça va nous permettre de faire du prédictif en disant on estime qu'en analysant ces données version après version, donc là, il faut évidemment de la data, on va pouvoir affiner où est-ce que le testeur devrait concentrer son effort par rapport au module qu'il doit tester. Cette approche de l'IA sur les tests permet aussi de faire de la rétromodélisation, c'est-à-dire que parfois on n'a plus de spécifications claires à jour, elles sont très anciennes sur une application et on ne sait plus vraiment quel est le comportement attendu. Et donc là, l'IA va analyser le comportement des utilisateurs. Par exemple, là, c'est utilisé sur des applications mobiles. Et automatiquement, elle va régénérer le modèle et le lien qui existe entre les différents composants pour proposer des parcours de tests utilisateurs. Alors, tout ce qui est reconnaissance d'IHM, d'interface graphique, donc, quand vous automatisez des tests de non-régression, par exemple, via des outils comme Selenium, vous allez détecter dans vos pages web des composants, soit via une ID, soit via des XPath ou des CSS. Et parfois, quand ces informations changent, le script est cassé. Donc, il faut aller le réparer à la main. Alors, une des idées qui est traitée en ce moment, c'est de dire, mais on pourrait aussi reconnaître par des algorithmes de reconnaissance graphique l'objet, vérifier où est-ce que le script a été cassé, l'objet concerné, et essayer de proposer au test automation, donc chargé le test analyse chargé de l'automatisation de ces tests, une réparation semi-automatique de ces scripts. Alors, un autre domaine d'application qui est assez intéressant, c'est effectivement les jeux de données, donc les données d'entrée par rapport aux jeux de données. Donc là, c'est une problématique assez récurrente du métier du testeur, c'est qu'on a un espace qui est très grand en ce qui concerne tout ce qui est création et sélection des tests pertinents par le testeur. Donc, les données d'entrée représentent le testeur doit à la fois générer des configurations de tests dans un espace très grand et qui soit par ailleurs pertinent. Donc, c'est exactement ce que fait un GAN. En fait, il génère des données qui sont déjà classifiées. Ça peut également être un domaine d'application sur les tests de non-régression et sur dans quel sens on va exécuter les tests de non-régression. Donc là, vous voyez sur le schéma, le TC1, TC2, c'est des scénarios de tests de non-régression. Ils sont tous associés à des niveaux de risque, à des anomalies, à des branches du logiciel. Et on s'aperçoit qu'en l'exécutant dans un ordre spécifique, on va optimiser l'efficience des tests de non-régression. Donc, quels sont les critères d'optimisation des TNR? Ça va être des tests qui vont diminuer le temps d'exécution, qui vont permettre une réduction du nombre de cas de tests pour atteindre un objectif de test. Donc ça, c'est notamment aussi utilisé dans le MBT, le modèle base testing. Des tests permettant une couverture complète, donc la complétude de la couverture de test. Des tests liés au changement de code récent, des tests dépendants d'exigences avec un risque élevé. Donc ça, c'est assez intéressant pour justement proposer de manière automatique des nouveaux jeux de tests aux testeurs ou les inclure automatiquement dans des scripts de tests automatisés. Et en analysant le comportement, est-ce que ça nous permet de trouver, quand on rentre tel jeu de données, est-ce qu'on va trouver plus de bugs?
Est-ce qu'on va améliorer les critères d'optimisation de notre TNR, oui ou pas, suivant les critères que je vous ai présentés. Et automatiquement, le système va s'améliorer. Plus il y aura d'itérations, de comparaison, plus l'optimisation pourra être significative. Donc, après, il y a également des domaines d'application qui sont à la frontière de l'IA, sur tout ce qui est automatisation des tests de navigation, donc l'utilisation de releases précédentes comme oracle de test. Donc, on va utiliser la version N-1 comme oracle de test. On va rechercher des données d'entrée afin d'avoir une maximisation de la couverture du code par rapport aux fonctionnalités. Donc ça, c'est des outils comme EvoSuite qui vont l'utiliser pour les tests unitaires, par exemple. On peut s'en servir également dans tout ce qui est analyse statique, robot de test. On peut également travailler sur tout ce qui est stress test automatisé. Donc là, on va faire une génération aléatoire d'actions ou de données d'entrée avec pour objectif de mettre le système dans un état qui soit bloqué ou qui va générer un crash. Donc là, il n'y a vraiment aucun scénario à faire et ça demande peu d'informations de la part du testeur. Les résultats sont faciles à interpréter, mais le plus long, en fait, c'est de traiter la suite, c'est-à-dire de comprendre d'où viennent les actions qui ont fait planter le système. Alors, sur ce type d'outils, on va trouver des outils comme Google Monkey, qui intègre aux outils de développement Android, en fait, qui va faire du fuzz testing, en fait, donc avec des entrées aléatoires. Sapiens, qui est un open source qui est basé sur tout ce qui est search-based testing. Donc, c'est des techniques de recherche méta-heuristique, donc comme les algos génétiques, la recherche de type tabou, optimisation de combinatoire. Et ça permet d'optimiser des données ou des cas de test. Donc ça, c'est un outil qui est déjà utilisé sur les 1000 principales applications mobile Android, sur lequel on a trouvé plus de 558 bugs qui étaient non identifiés auparavant. Donc, ça peut être assez complémentaire dans une stratégie de test où on va pouvoir faire des tests en pré-production, notamment. DinoDroid, c'est un open source qui, là, permet une approche combinée entre l'humain et les outils d'IA. Donc, on a repris une petite synthèse sur ces outils-là. Functionize, donc c'est un outil dans le cloud basé sur une extension Chrome pour l'enregistrement des tests. Il va générer automatiquement des tests à partir des utilisateurs réels des sites web. C'est un module JavaScript. Utilisation d'IA en computer vision pour détecter les anomalies d'affichage et réparer l'identification des éléments de l'affichage. Ça, on en avait un petit peu parlé déjà dans les moyens qui s'offrent à nous pour automatiser les tests automatisés d'IHM. Et donc, en domaine d'application, ça va être sur les familles de tests et les tests d'affichage, génération de jeux de données et les tests unitaires. AppDiff, donc c'est un outil toujours en mode SaaS qui lui est focalisé sur l'interface graphique des applications Android. Et l'IA est utilisée pour parcourir les branches de l'application, donc en test exploratoire en fait. Et là, on va récupérer toutes les actions possibles sur un affichage, la classification par l'IA des actions les plus pertinentes et un parcours aléatoire du modèle probabilisé selon la classification faite par l'IA. C'est des tests de non-régression sur l'affichage et tests de performance. Donc, les familles de tests en synthèse, et tests exploratoires, performance, affichage et régression. L'outil Infer, lui, est plutôt concentré sur les tests unitaires. Donc, c'est des tests, c'est du code qui teste du code. C'est des tests qui sont faits par les développeurs, pour rappel. Donc, c'est un outil d'analyse statique de code qui est basé sur Java et Objective-C. Il était notamment utilisé par Facebook par ses développements d'applis mobiles. Donc, c'est un outil qui est issu d'un rachat en fait, d'une entreprise qui était spécialisée dans le domaine, qui s'appelait Monidix en 2009, qui était basé sur la logique de séparation notamment. Ça permet une détection automatique d'anomalies dans le code, dans une approche DevOps. Donc, c'est
c'est assez intéressant pour fluidifier les tests au niveau des développeurs et gagner du temps à ce niveau-là. Toujours sur Infer, on va pouvoir faire la détection automatique des erreurs suivantes, donc prévention des exceptions nulles, pointer exception, analyse des potentiels, donc tout ce qui est fuite mémoire, et tout ce qui est détection des waste conditions. Bon, ça concerne plus les développeurs. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus. Sur EvoSuite, donc, ce qui est intéressant, donc là, on utilise des générations de jeux de données pour les tests unitaires. C'est des algorithmes génétiques, en fait, où on va générer des suites de tests unitaires Java, maximisant la couverture du code. Et donc, en fait, on va voir dans les tests de suite qui sont générés, comme si on crée une nouvelle, on peut créer des mutations en fait de ces suites de code et voir celles qui survivent le plus longtemps ou qui sont le plus efficients. Et c'est ça qui va permettre l'utilisation de ces algorithmes génétiques. Encore 2 minutes. Eh ben voilà, super. J'arrive juste à la synthèse. Fantastique. Alors, hier, effectivement, donc, on travaillait beaucoup sur les tests manuels. Et c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant dans la conception des tests, mais qui est un peu rébarbatif sur l'exécution des tests, surtout quand on doit rejouer une partie de ces tests. Donc, c'est pour ça que depuis quelques années, on travaille beaucoup sur l'automatisation des tests. Mais ça reste une approche scénarisée, donc où il faut automatiser des processus de tests manuels définis par des humains manuellement. Donc demain, est-ce qu'on va pouvoir avancer vers des tests plus robotisés avec de l'IA, justement? Alors, dans la présentation que je vous ai faite, on voit qu'on a déjà bien adressé la problématique sur les tests unitaires, donc c'est le bas de la pyramide en rouge. Que tout l'enjeu, effectivement, c'est d'arriver à mettre en place des systèmes sur étagère, hein, chose qui n'existe pas vraiment encore aujourd'hui, sur des tests d'intégration, des tests systèmes, grâce à la génération de données d'entrée, notamment. Et l'objectif final serait d'arriver à travailler sur les tests d'acceptation, donc tout ce qui est compréhension des exigences métiers et génération automatique des cas de test et données de test nécessaires pour le valider. Donc ça sous-entend en fait une compréhension des spécifications, une compréhension on revient sur une compréhension un peu du langage humain. Qu'est-ce que je veux faire? Quels sont un petit peu les objectifs que va devoir atteindre le logiciel, de manière à anticiper les stratégies de test et générer, comme on génère du code pour réaliser l'application, on peut générer du code pour valider l'application. Alors, d'une manière plus macro, les hypothèses possibles, c'est tout ce qui est augmentation des capacités humaines, aide à la décision, donc c'est des super assistants, entre guillemets. Progressivement, l'autorité des humains passe aux algorithmes, donc l'humain devient de moins en moins utile dans le traitement des données, dans les décisions. Alors, ça peut arriver dans l'IT, mais surtout dans d'autres métiers jugés peu impactés par les robots, il n'y a pas très longtemps. Donc, des métiers comme chauffeur de taxi, juriste, médecin peuvent être challengés en fait par ces IA. Alors ça, c'est l'aspect un petit peu négatif, dans un sens en tout cas en ce qui concerne les tâches réalisées par les humains, mais en fait, ça ouvre des perspectives par rapport à une nouvelle génération d'ingénieurs et donc dans le domaine de testeurs qui soient capables de choisir les meilleurs algorithmes pour résoudre des problématiques de plus en plus complexes, d'automatiser des process, d'analyser des données suite à des exécutions automatiques. Certains tests manuels sur le terrain sont aussi très intéressants. Donc, voilà, on peut prendre l'exemple de bêta-testeurs dans l'automobile ou dans d'autres domaines où il faut aller dans le monde réel pour tester les conditions d'utilisation. Et ça, par définition, ce sera aux humains de le faire. Voilà, donc c'est à nous en fait de préparer ces évolutions et on a encore un petit peu de temps, hein, on a une dizaine d'années devant nous. Mais voilà, c'est comme dans plein de métiers, dans les autres présentations qui ont eu lieu avant ou après notre présentation, on voit un petit peu ces enjeux et c'est donc
important de comprendre les enjeux associés et comment anticiper ça. Alors, pour conclure, de notre côté, on va justement, on a vocation à accompagner nos clients au niveau de All4Test sur comment utiliser l'ensemble de ces algorithmes. Donc, on est en train de finaliser une formation certifiante sur l'IA appliquée au test qui sera disponible en 2021. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, on pourra présenter ça. Et on va travailler également en recherche des stagiaires pour travailler avec nos clients sur la mise en œuvre sur des datas vraiment spécifiques à leur métier, la mise en œuvre de ces modèles, de ces algorithmes pour les adapter à un métier donné, que ce soit le e-commerce, l'enseignement ou autre, lié au test logiciel. Voilà. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse que vous voyez apparaître. Je vous remercie de votre temps et je suis à votre disposition pour vos questions. Alors, on est à 4 minutes de retard sur le planning, ce qui est plutôt pas mal. Je trouve qu'on gère très, très bien ce programme. Donc, peut-être une toute petite question et ensuite, on laisse place à une petite pause et on se retrouve dans 10 minutes pour une nouvelle intervention. Donc, s'il y a des questions, levez la main, mais il n'y en aura qu'une du coup. Alors, on a une question, une main levée. Je la cherche parmi tous les participants parce que vous êtes nombreux et d'ailleurs sur YouTube, nombreux aussi. Hein. Sachez qu'au total, sur le World Usability Day, on est à 160 participants, donc c'est super. Et je n'arrive pas à voir la main levée. Ah si, voilà. Maureen, voilà, je vous laisse poser votre question. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour... est-ce que vous pouvez remettre la dernière diapositive? En fait, je voudrais prendre votre mail pour le stage. Ah, merci. Ouais. Hop là. Alors, hop, voilà. Merci beaucoup. De rien. Ah, bon, bah voilà, tu sais que tu as au moins une candidate pour le stage. C'est déjà top. C'est super. Ouais, alors juste une petite question. Est-ce qu'on a une idée du nombre de langages qui sont couverts par ces tests automatiques? Au niveau des tests unitaires, Oui, en fait, chaque outil peut avoir des limitations en termes de langage sur les tests unitaires. Donc, mais souvent, j'entends d'autres personnes. Donc, on va retrouver en fait les langages courants du marché, Java, C++, C, Python, C#. On va retrouver les principaux langages du marché. Donc, en termes de couverture de type de langage sur les tests unitaires, si c'est bien la question. oui. Voilà, mais c'est bon. Il y a vraiment des axes de recherche en ce moment sur analyser le comportement des utilisateurs, par exemple sur des gros sites de e-commerce. Et on va récupérer des données en data, en production, data de production, pour générer automatiquement des cas de tests qui vont correspondre à ce que font les gens sur le site web, en fait. Donc, sans avoir à rédiger les spécifications de test. Donc, c'est un autre cas d'usage, ce qu'on essaie de faire en ce moment avec nos clients. Bon, bah merci beaucoup.